Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Et place ce matin aux travaux du groupe de travail sur la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs qui a consacré la semaine dernière une table ronde aux acteurs de l'e-commerce. Je vous rappelle que ce groupe de travail a pour rapporteurs Rémi Pointreau et Martial Bourquin, respectivement LR et socialistes. Il faut dire qu'en raison de la prédominance des Google, Amazon et autres Cdiscount qui favorisent aujourd'hui la recherche de produits en ligne, eh bien, les enseignes s'effacent de plus en plus dans l'inconscient des consommateurs et c'est une vraie difficulté à surmonter pour les commerces de centre-ville. Je vous rappelle quelques chiffres éloquents. En moyenne, 11,3% des commerces de centre-ville en France étaient déserts en 2016 contre 7,2% en 2012. Place donc à cette table ronde qui s'est tenue la semaine dernière au Sénat. Alors, qui souhaite lancer le débat? Monsieur Monboisse. Bonjour et merci de votre invitation. Oui, c'est un vaste sujet sur lequel les assemblées ou l'administration se penchent depuis quelques années déjà, puisque vous avez certainement vu et intégré le rapport de l'Inspection générale des finances octobre 2016 qui était pas mal fait sur la revitalisation des centres-villes. Ensuite, il y a eu l'installation par Madame Pinville de la 3C avec une section thématique dédiée à la revitalisation des centres-villes et la DGE, dont un membre est ici, a fait un travail aussi sur ce même sujet. Donc il y a déjà beaucoup de réflexions qui ont été menées. En vous entendant, j'ai l'impression qu'on aurait pu 50 ans en arrière faire une conférence sur les grandes surfaces en disant, dans la fin des années 60, est-ce que les centres-villes sont attaqués par les grandes surfaces? Est-ce que c'est inéluctable et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que moi je pense que la proposition de valeur pour le client, pour le consommateur, qu'étaient les grandes surfaces à l'époque, c'est-à-dire pour la première fois énormément de produits pas chers en libre-service, aujourd'hui c'est le e-commerce. Donc c'est une révolution du même style, d'où d'ailleurs le souci connu de beaucoup de grandes surfaces qui n'apportent plus vraiment de nouveautés par rapport à des grands commerçants en ligne. Et il y a, avec le e-commerce, ce qui s'est passé avec les grandes surfaces, c'est-à-dire des changements d'habitude de consommation des gens. Les gens ont l'habitude de plus en plus de commander en ligne et dans les enquêtes qu'on fait, il y a toujours deux types de réponses à égalité. Il y a ce qui est prix, c'est-à-dire c'est moins cher, je peux comparer facilement les prix, j'y gagne. Et puis praticité, je commande quand je veux, je me fais livrer, je n'ai plus à me déplacer. Et le je n'ai plus à me déplacer est d'autant plus important à Paris par exemple, où on incite avec beaucoup de bonnes raisons les Parisiens à ne pas avoir de voiture. Il y a des produits qui sont lourds à porter et vous n'avez pas de voiture, c'est lourd, il n'y a pas d'hypermarché dans Paris. Le e-commerce est une solution naturelle à tel point qu'on travaille avec la mairie de Paris dans une commission urbanisme pour essayer de voir comment intégrer les livraisons qui n'étaient pas toujours prévues dans les couloirs de bus. Où est-ce qu'on met les camions de livraison? Il y avait eu un grand émoi parce qu'on avait montré au journal télévisé un camion de livraison qui prenait un PV sans qu'il le sache avec des caméras et le marchand en question, c'était un commerçant, a dit attendez, moi j'ai un problème, je ne vais plus livrer dans cette rue, si quand je vais livrer je prends un PV. Enfin, il faut intégrer maintenant dans les villes, surtout quand on incite les gens à ne pas avoir de voiture, les solutions du e-commerce sont les solutions alternatives. Le e-commerce en France, c'est 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 35 millions d'acheteurs. Et c'est en gros 30 commandes par an maintenant. C'est-à-dire que c'est tous les 10 ou 12 jours. Il y a une banalisation de l'acte d'achat sur Internet qui avant était moins fréquent et qui maintenant, avec l'ouverture à Internet de beaucoup de marchés, dont l'alimentaire, et puis avec les formules d'abonnement type prime sur Amazon, font que les gens commandent de plus en plus souvent, de plus en plus fréquemment. Donc c'est vraiment inscrit dans les habitudes des consommations. Alors, le lien entre Internet et la revitalisation des centres-villes. Moi, je retiens du rapport IGF vraiment que ce n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est tout simplement une perte de population. C'est une perte de clients qui peut être liée soit à ce qu'une ville ait perdu des habitants, fermeture d'une caserne, d'une usine, d'une administration, ou qu'un quartier devienne difficilement accessible. Donc déplacement de population de tel ou autre quartier. On sait maintenant, c'est documenté que
les quartiers où il est agréable de se promener ne sont pas toujours les quartiers où on fait ses courses. Et donc certains quartiers qui ont été embellis, rendus piétons, condamnés aux voitures, sont devenus des quartiers avec beaucoup de passants, de promeneurs, mais on achète plutôt des livres ou on prend un café que acheter une machine à laver. Donc il y a des transferts comme ça d'achat, d'où les soucis des commerçants type Fnac Darty sur le projet par exemple, de piétonisation du centre-ville de Paris, parce que ça va changer le processus d'achat dans les grands magasins, c'est évident. Ça va y avoir plus de promeneurs, mais peut-être moins d'acheteurs. Donc ça, c'était, d'après l'Inspection générale des finances, la première des raisons. Le e-commerce, je dirais que c'est une vague de fonds qui arrive sur toutes les villes, de la plus petite à la plus grande. Alors, pour répondre plus précisément à vos questions, comment intégrer le commerce de centre-ville dans la dynamique du commerce, il faut distinguer, à mon avis, on ne peut pas raisonner tous les commerces. Il y a les commerces alimentaires et il y a les autres commerces. Les commerces alimentaires, il y a un type de commerce qui se porte très bien, c'est les marchés. Les halles et les marchés, les gens aiment aller au marché. Ils aiment bien, même si, objectivement, c'est un peu compliqué, il faut aller d'un magasin à un autre, etc. Mais c'est un plaisir. Et donc, pratiquement partout, le fait de pousser les marchés, ça aide. Et de se servir du marché comme un lieu, comme un vecteur dans les villes, ça aide à avoir du trafic. Les magasins qui vendent des marques, et je dirais du multimarque surtout, n'ont pas un avenir facile. C'est-à-dire qu'un commerçant textile à l'ancienne, je dirais, qui vend 6 ou 7 marques différentes par rapport à un magasin Zara, H&M ou Gap ou par rapport à un site internet, il a peu de chances d'avenir. Parce qu'il n'a pas la puissance marketing de changer ses vitrines tous les 15 jours, etc. C'est évident. Donc la situation est très différente. Sans monopoliser la parole, après, il y a des tas d'outils marketing, effectivement, qui existent pour les commerçants pour s'insérer dans l'e-commerce. La question à se poser, à mon avis, c'est est-ce qu'ils le font seuls ou est-ce qu'ils le font regroupés, comme le font certaines villes, sous la houlette du manager de centre-ville, voilà, comme vous l'avez dit, où ça peut très bien être fait, où certains commerçants mutualisent la livraison, puisque la principale chose, ça va être la livraison. C'est-à-dire, soit je prends mes produits dans le magasin, je les choisis, puis on me les livrera plus tard, soit je les commande et on me les livrera, mais pour le commerçant, la grosse difficulté, ça va être la livraison, et de là, on peut avoir un intérêt à le mutualiser, ça existe. Et puis, pour avoir un pied de nez, les GAFA proposent des solutions. Hein. C'est-à-dire qu'un magasin peut livrer via Amazon ou avoir une page Facebook. Et on fait une étude régulièrement à la FEVAD avec des sociétés qui proposent aux commerçants d'ouvrir un site. Et la page Facebook est ce qui est le plus fait, parce que c'est totalement gratuit, et que le maniement de la page est exactement la même, que ce soit votre page personnelle ou la page de votre boutique. Donc c'est facile à faire, c'est pas compliqué. Et l'intérêt, c'est d'aller parler aux gens là où ils sont, c'est-à-dire sur Internet, et de les amener dans votre magasin plutôt que de les faire échapper à la case magasin. Donc voilà, je vais laisser la parole, dire qu'il y a beaucoup de solutions. On parlera peut-être de la fiscalité après dans un autre temps. Il faut en gros d'abord s'assurer que le quartier est toujours vivant, partir des marchés qui sont vraiment des choses à développer et à relancer, parce que ça attire les gens aiment beaucoup ça. Et pour les autres magasins, utiliser tout ce qui existe, dont les GAFA. Mais je laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de m'avoir convié à cette réunion. Dans la réflexion, alors il y a un point intéressant pour enrichir un petit peu cette réflexion, c'est que moi j'ai un prisme assez américain. Et donc je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe aux États-Unis. J'ai ce prisme américain et j'ai aussi ce prisme dans les régions, puisque j'ai une structure qui forme à la digitalisation, et on a digitalisé des enseignes, on a digitalisé des marchands dans la région nîmoise. Donc ce que je crois, c'est que pour que la réflexion fonctionne bien, il faut déjà avoir une logique de ciblage autour de la digitalisation. C'est pas la même chose de parler de digitalisation Paris, grande ville de province, et petite ville, voire centre-bourg. Ça n'a strictement rien à voir. C'est pas la même chose non plus de viser des villes qui vont truster, excusez-moi, parfois je fais des anglicismes, qui vont viser des jeunes, et des villes qui vont être ou des petites villes qui vont être en partie peuplées de personnes âgées. Et puis c'est pas la même chose non plus en fonction des types de commerces qu'on va retrouver à l'intérieur des différents centres-villes. Donc en vérité, pour mener à bien une réflexion, il faudrait typologiser, faire des grilles, et se rendre compte, en fonction de ces différentes grilles, quelles sont les stratégies
e-douane à mettre en place. Ça, c'est le premier point de ma réflexion. Le deuxième point de ma réflexion, c'est qu'il ne faut pas, à mon sens, il ne faut pas avoir un train de retard. Or, qu'est-ce qui se joue en ce moment? Qu'est-ce qui joue ailleurs dans le monde? Ce qui joue ailleurs dans le monde, c'est l'ultra-connexion avec, la 4G qui sera effective en France d'ici 2025, mais surtout la 5G. En vérité, les gens sont de plus en plus mobiles. Et comme les gens sont de plus en plus mobiles, et l'enjeu de la mobilité est ultra fort. Quand on regarde aux États-Unis, les gens sont en train de s'orienter vers cette mobilité-là. Elle va complètement transformer le rapport du commerce à l'intérieur du centre-ville. Pourquoi ça? Parce que bientôt, le commerce va se faire sur tout type de support. On va pouvoir commander des produits depuis sa voiture, on va pouvoir juste parler, et avec ce qu'on appelle des wearables, on va pouvoir parler à sa wearable, à sa montre, et on va lui exprimer son besoin, voire même mieux, vous aurez tous les outils qui sont en lien les uns avec les autres et qui vont automatiquement vous dire de quoi vous avez besoin. Donc, attention à ne pas avoir un train de retard. Parce que quand vous posez la question de savoir comment est-ce qu'on transforme le centre-ville, la question qui risque de se poser, c'est dans les 2 ans à venir, est-ce qu'il y a encore besoin de doter le commerce dans les centres-villes? Attention, dans les grands centres-villes. Dans les petits centres-villes, dans les centres-villes de campagne, c'est un usage social, le commerce. Et je vois mal une petite dame, une petite mamie ne pas aller dans sa boulangerie. Je vois mal une petite dame ne pas aller dans son, je sais pas moi, dans sa supérette du coin. Bien sûr, parce que pour elle, il y a une fonction sociale de la visite du magasin. Donc ça, c'est le deuxième point. Faire attention aussi à bien avoir une vision. Je ne sais pas si vous avez vu dans le cadre de votre étude ce qui est en train de monter Toyota aux États-Unis. Toyota est en train de montrer des voitures qui sont des voitures autonomes qui elles-mêmes amèneront les produits automatiquement vers les personnes qui en feront la demande. Alors, par exemple, vous avez besoin de manger une poire, eh bien vous aurez une voiture autonome avec des poires à l'intérieur qui viendra se garer. Bon, c'est en test aujourd'hui, mais c'est ce qui risque de se passer dans le temps. Vous avez aujourd'hui, par exemple, Uber, vous connaissez bien sûr le Uber qui se fait distributeur de produits pharmaceutiques. Et bien sûr, Uber qui est parti sur des flottes de voitures autonomes. Ils ont acheté 24 000 voitures autonomes, rien que pour la ville de San Francisco. Donc, faire très attention dans votre réflexion, parce qu'il ne s'agirait pas sauf si vous le souhaitez, mais il ne s'agirait pas d'avoir une vision d'arrière-garde, alors que véritablement la technologie transforme les choses. Et puis, il y a un troisième point. Donc là, je vais revenir maintenant sur une vision franco-française de Nîmes. Pourquoi? Parce qu'on a été mandaté par la Chambre de commerce de Nîmes pour former les commerçants locaux. Et donc de digitaliser les commerçants locaux. Alors, premier point, je vous confirme, en local, les gens ne connaissent pas. C'est encore confirmé la semaine dernière, j'étais à Carcassonne la semaine dernière, les gens ne connaissent pas le digital. Mais rien. Donc il y a un énorme travail d'éducation à faire, de formation à faire. Je parle en local. Et puis il y a un deuxième point, c'est qu'il n'y a pas de... Pour eux, ça coûte cher de faire appel à un expert qui vient de Paris pour leur parler. Donc il n'y a pas de dispositif qui est mis en place pour accompagner les commerçants. Et puis troisième point, quand bien même on accompagne des commerçants, donc qu'est-ce qu'on fait pratiquement? On écoute leurs besoins et derrière on essaie de mettre en place des structures pour les digitaliser. Très pratiquement. Imaginons ce qui est le cas à Nîmes. On a eu 4 pharmaciens, je leur fais faire 4 fois la même chose, la structure de la concurrence restera la même, voire même elle sera pire, puisqu'on aura renforcé le plus fort avec le digital. Donc la question qui se pose, c'est derrière, vous allez en plus potentiellement, vous allez casser les équilibres locaux. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Ah si. Je vais vous expliquer quelle est ma solution. C'est très simple. Je partage avec tout le monde. J'ai créé une structure qui s'appelle la Digital Business School, qui est une structure qui opère en local, qui opère à Aix, Marseille et à Nîmes, et qui a pour vocation d'aider à former au digital. Bien sûr que je propose des solutions. Il ne s'agit pas d'arriver sur des constats qui sont... Bien sûr, je propose des solutions. Maintenant, il n'y a pas de gratuité particulière dans ce que je propose, mais on a travaillé avec les CCI. Donc, on travaille avec les CCI. On propose un accompagnement aussi auprès des pôles emploi. Et puis, on forme la jeunesse à ces éléments de digitalisation. Donc, on propose des solutions. Madame Claire Sorel. Bonjour.
Merci à tous pour cette invitation. Moi, j'y ai réfléchi et je pense qu'il est intéressant, donc oui, de former les personnes puisqu'ils ne le sont pas du tout, notamment par des formations individualisées aussi par rapport au mécénat avec les grandes entreprises qui devraient former, je pense, les plus petits puisqu'ils ont les moyens en termes de compétences et d'outils. Ils pourraient les mettre à leur disposition. Après, j'ai remarqué que dans certaines villes, ils avaient mis en place des sites ou des applications qui permettent notamment de consulter les offres qui sont disponibles, ainsi que les horaires d'ouverture des magasins. Ça simplifierait la chose et je pense pour les centres-villes et centres-bourgs, il n'est pas intéressant que chaque petit commerçant crée son site internet ou son application. Ils doivent faire une plateforme commune pour chaque ville ou chaque village, entre guillemets, parce que de toute façon, ils n'auront pas les moyens, ça coûte trop cher et je pense que c'est pas intéressant pour eux. Ils doivent viser le local, ça reste... Pour eux, ils n'ont pas besoin de toucher le monde entier. Donc moi, c'est moins poussé, mais je pense que c'est plus intéressant, oui, qu'ils regroupent leurs forces pour créer un seul site ou une seule application et que ça soit assez limité pour justement utiliser plus le click and collect, pour redynamiser le centre-ville et que les personnes commandent sur Internet, par exemple, et qui après se déplacent dans la ville ou le village pour aller chercher leurs produits, tout simplement. Voilà. On pousse à l'extrême, comme vous le disiez, parce que vous disiez, il ne faut pas avoir un train de retard, on va essayer de ne pas l'avoir, mais imaginez-vous que chacun commande, et comme vous disiez, connecté, des produits qui arrivent quasiment en temps donné. Est-ce que le centre-ville sera encore vivable avec toutes les livraisons? Est-ce qu'on a réfléchi à ça? C'est-à-dire qu'à un moment donné, le maire, le conseil municipal aura toujours la possibilité de dire les livraisons, c'est de telle heure à telle heure. En aucun cas, on ne va pas se faire... vous voyez ce que je veux dire? Et envahir par des livraisons tous azimuts. Est-ce que vous avez réfléchi sur cette question des livraisons? Moi, Dans ce cas-là, il faudra commencer par interdire livraison de pizza de 20h à 22h un soir de match. Vous allez voir, vous administrez. Je crois qu'il y a une habitude... Ah si, les scooters, bizarre. Enfin, il y a une habitude qui est... Moi, je suis neutre là-dessus, mais il y a vraiment une habitude grande des gens de se faire livrer. Mais les grands livreurs, les grands faiseurs, ils optimisent. C'est le même camion UPS qui fait toute la rue, etc. Donc, il y a un stade où l'augmentation du nombre de commandes ne fait pas plus de camions sur les routes. Au contraire, ça fait que les livraisons soient optimisées. Non, mais c'est vrai. Oui, ils ont intérêt à tout ça. Eux, ils ont intérêt, pour une même tournée, à avoir 4 points de chute plutôt que 2. Et la Poste, je pense, est un bon interlocuteur là-dessus pour l'optimisation des livraisons. Bien, monsieur Guillaume Buffet. Bonjour à tous. Je vais peut-être passer une demi-seconde à vous expliquer qui est Renaissance Numérique, parce que je ne serais pas étonné que vous ne nous connaissiez pas. Renaissance Numérique est né dans cette salle, ici même, il y a 12 ans. En fait, j'étais à l'époque administrateur de Club Sénat. Club Sénat avait à l'époque comme rôle de créer un lien entre vous, les parlementaires, et les acteurs du numérique à l'époque pour que nous, acteurs du numérique, comprenions les rôles des institutions et puis qu'un certain nombre de sénateurs puissent mieux comprendre la révolution en cours. Nous nous sommes dit un jour avec un certain nombre d'acteurs du numérique qu'il était peut-être temps de dépasser les murs uniquement du Sénat et d'évangéliser de façon plus large. Et c'est comme ça que Renaissance Numérique est née avant l'élection présidentielle de 2007, avec un livre blanc, avec 18 propositions qui sont nées et qui ont grandi et puis qui ont accompagné les Français. À l'époque, on avait fixé comme objectif d'avoir 80% des Français connectés à l'Internet en 2010. C'est un monde du passé. Et puis depuis, nous nous sommes transformés en think tank qui réunit à la fois des universitaires, mon remplaçant
le président actuel, Henri Isaac, est vice-président de Dauphine, et donc universitaire. Beaucoup de nos membres sont universitaires. Et puis des acteurs du numérique qui vont de petites startups du numérique, comme on dit, jusqu'aux grands vilains GAFA, à qui on demande parfois des conseils, ou parfois que l'on met face à leurs responsabilités. L'un des derniers travaux qui a été réalisé par Renaissance Numérique est une plateforme qui propose une alternative au discours de haine sur Internet. Et bien évidemment, dans ce contexte, ces grands acteurs du numérique sont mis face à leurs responsabilités. Notre rôle aujourd'hui est de réfléchir au changement de société induit par le numérique, à l'évolution de la relation entre les citoyens et vous, nos représentants, entre les acteurs économiques et les consommateurs. Notre dernier rapport ou nos derniers rapports parlent du changement du monde de l'agriculture à l'ère numérique ou du monde de la santé à l'ère du numérique, etc. etc. Nous avons la chance d'être neutres. Nous ne sommes pas là pour défendre les intérêts des uns ou des autres, mais de mettre le citoyen au cœur du débat. Et à ce titre, je suis ravi d'être là aujourd'hui, peut-être avec une vision moins manichéenne, peut-être que celle que nous avons ébauchée jusqu'à présent, comme s'il y avait, comme tu me le disais, Jennifer, un grand remplacement avec un monde qui allait devenir un monde totalement virtuel. Ça n'est pas la réalité. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on a parlé du e-commerce comme s'il allait tout remplacer. Vous avez peut-être entendu parler de ce néologisme qui est le phygital. C'est le mélange du physique et du numérique. Et finalement, c'est ce qu'on ressent comme étant la tendance d'aujourd'hui. Je vais vous donner le nom d'une douzaine de startups. Wits, Épicerie, avec un Y à la fin, Globo, Cocoli, Drop Don't Park, BAM, FitPro, Too Good To Go, Pay My Table, Barnaby, L'Addition, Octipass, Luncher ou LivePay. Toutes sont des startups françaises ou espagnoles pour l'une d'entre elles. Et toutes amènent des solutions opérationnelles, viables, éprouvées pour les commerces et pour les petits commerces de centre-ville. Je crois que le sujet essentiel est ici. C'est-à-dire que nous avons la chance unique d'avoir en France plus de 40 000 startups qui ont toutes développé des solutions dans beaucoup de domaines. Et pour le petit commerce, il y en a énormément. Je pense, personnellement, et nous pensons chez Renaissance Numérique, que nous avons un train d'avance. Et que ce train d'avance, il va falloir l'exploiter. Que, à titre personnel, je n'ai pas envie que les centres-villes se transforment en musées. Je n'ai pas envie que la rue principale d'Orléans ressemble à la rue principale de Pékin ou celle de quelque autre ville du monde, parce que je l'ai vécu. J'ai été patron de start-up dans une vie précédente, j'ai parcouru le monde, et quelle que soit la capitale dans laquelle j'étais dans le monde, j'avais la même rue principale qui ressemblait à un grand centre commercial. Ce n'est pas de ça dont nous avons envie. Je m'imagine, messieurs les sénateurs, que ce n'est pas ça votre objectif. Je vais vous citer un exemple, celui de BAM. BAM est une petite start-up à Montpellier. Je ne travaille pas avec eux, je n'ai pas d'intérêt dans BAM. Il se trouve que BAM s'est dit, tous les petits commerces ont besoin d'avoir la même puissance marketing que les grands centres commerciaux. Aujourd'hui, ils ne l'ont pas, ils n'ont pas la compétence, ils n'ont pas le savoir-faire. Partant de ce constat, BAM a dit, je vais faire un programme de fidélisation le plus simple au monde. Monsieur le petit commerçant, si tu veux participer à mon programme de fidélisation, il faut que tu acceptes deux choses. Un, le fait, c'est d'offrir 10% de bons d'achat suite à n'importe quel achat de n'importe lequel de tes clients. Et deux, quand ces 10% de bons d'achat sont donnés, il faut que tu acceptes à ce que le client aille les transformer chez toi ou ailleurs. Les règles sont celles-là, il n'y en a pas d'autres. Je suis patron d'un petit commerce, j'y connais rien en marketing, je n'ai pas fait d'études de statistiques, je ne peux pas savoir ce qui est bien ou pas, on me propose quelque chose qui est aussi simple que ça. Et à ce moment-là, BAM permet à n'importe quel petit commerçant d'initier un programme de fidélisation, un programme de relations clients, 6 000 clients à Montpellier. Formidable. Le problème, c'est qu'une start-up avec 6 000 clients à Montpellier, elle ne vit pas. Il faut qu'elle se développe partout en France. Et le problème aujourd'hui de ces start-up d'un côté, ou des commerçants de l'autre, est exactement celui-là. Comment faire matcher, comment créer la rencontre entre ces centaines de start-up qui amènent des solutions et ces centaines de milliers de petits commerçants qui n'y connaissent pas grand-chose, en effet, et qui n'ont pas la compétence pour évaluer ces start-up. Eh bien, un programme de découverte, un programme de tiers de confiance nous semble être une solution facile à mettre en œuvre, court terme, qui permettrait de créer cette rencontre entre des start-up que l'on aurait identifiées comme étant les bons élèves amenant des solutions pour la commande en ligne, la livraison, le parking,
on en a parlé, il y a beaucoup de startups qui développent des solutions où on fait du voiturier à la demande à un moment donné. Pourquoi le réinventer alors que ça existe? La fidélisation, je vous en ai parlé, la gestion des excédents. Too Good To Go permet, à la fin de la journée, quand vous avez des invendus chez vous, de les rendre disponibles pour soit des personnes en situation difficile, soit pour d'autres modèles économiques, à vous de l'inventer. La restauration, la gestion du point de vente, etc., ces solutions existent. Et donc, ce que nous pensons, c'est qu'il faut créer cette plateforme de rencontre. Et alors, cette plateforme de rencontre, elle ne peut pas être numérique, parce que ce n'est pas sur un site web qu'un petit commerçant va aller chercher ses partenaires de demain. En revanche, dans chacun des centres-villes, il y a des acteurs dont le rôle est de conseiller les clientèles. Les agences bancaires, les agences postales, on parlait tout à l'heure des chambres de commerce, il y a des gens dont le métier est d'aider les petits commerçants. Si l'on est en capacité à leur mettre en face l'ensemble des start-up qui amènent des solutions, on peut très rapidement apporter à ces petits commerçants, en fait, le meilleur du e-commerce, apporter à ces petits commerçants, finalement, le meilleur des centres commerciaux, le tout en restant dans le centre-ville. Et l'occasion peut-être aussi de redynamiser les réseaux de conseil et les réseaux d'accompagnement, les banques ou les postes, dans ces centres-villes aussi. Ces solutions existent, elles sont disponibles aujourd'hui. Je dois vous dire, je vais faire un disclosure, comme on dit. Moi, je travaille avec des réseaux de start-up, je travaille avec des grandes entreprises et je suis en train de pousser les grandes entreprises pour s'impliquer dans ce sujet de redynamisation des centres-villes. Je suis persuadé qu'on peut y arriver et qu'on peut y arriver à très court terme, à condition que ces grandes entreprises acceptent de se mobiliser pour un programme comme celui-là à vos côtés. Je trouve ça formidable que vous exigiez ou que vous demandiez qu'il y ait cette dynamique. Je crois beaucoup au concept d'État-plateforme, c'est-à-dire que vous soyez là pour créer les conditions et aux acteurs économiques de je vais être très vulgaire, bouger les fesses pour que les choses se remettent dans le bon sens. Nous avons tout ce qu'il faut pour réussir en France et faire... je vais terminer là-dessus. Il y a quelques mois, je rencontrais M. Bazin, le PDG d'Accor, et qui m'avouait dans la conversation que le problème essentiel d'Accor a été de normaliser l'ensemble de ces hôtels. Et que le succès de Airbnb venait de la proximité et de la chaleur de la relation individuelle. Je crois qu'on peut faire le parallèle avec le commerce de centre-ville et que nous, consommateurs, demain, aurons envie de créer ce contact et de garder ce contact spécifique à chacun des centres-villes. La normalisation, je n'y crois pas. Donner les outils de l'ère numérique à chaque petit commerçant, on peut le faire aujourd'hui. Je vous remercie. Bien. Merci. Donc, pour ce premier tour de table, on fera un deuxième tour de table pour parler plutôt des problèmes de fiscalité et d'équité entre les différentes formes de commerce. Juste un mot sur ce qui existe déjà. On le voit, je crois que c'est dans la Haute-Loire. Il y a une plateforme qui s'est créée autour du Puy-en-Velay avec le groupe La Montagne qui a initié cette forme de plateforme pour mettre en réseau tous les commerçants de la ville du Puy et les commerces des bourgs, des centres-bourgs autour, et ce qui permet de faire de la vente en ligne avec des petits commerces et des livraisons, soit sur un point précis, soit en direct, comme peut le faire une grande plateforme. Bon, après, ça s'adresse vraiment à un pourcentage de commerce assez faible par rapport à... Aujourd'hui, on est à 14% de commerce global en ligne. Et moi, ce que je pense, c'est que le commerce de masse va augmenter de façon considérable. Et pour monsieur qui connaît bien les États-Unis, d'après ce que je comprends, c'est qu'on arrive à avoir des commerces de périphérie en friche. De plus en plus, des grandes surfaces, comme nous, on va peut-être le voir bientôt chez nous, malheureusement. Donc, est-ce que c'est ça vers quoi on veut aller, ou est-ce qu'il faut trouver d'autres solutions? Donc, les solutions sont entre les deux, quoi, des petites plateformes. Alors, je me permets une seconde sur ce sujet. Vous prenez Wits ou Épicerie. Ce sont deux startups qui vous permettent, en tant que consommateur, de commander sur votre téléphone mobile chez votre commerçant de quartier. Et vous pouvez aller chercher votre commande chez le commerçant de quartier ou y adjoindre une livraison en plus. Mais le commerçant connecte son stock au système,
le consommateur achète en ligne et donc il a tout le bénéfice du e-commerce tout en gardant le contact local. Bien, alors maintenant, mes chers collègues, Michel Forissier a demandé la parole, Nelly Tocqueville, Monsieur Joël Labbé. Oui, alors, merci Monsieur le Président. Je suis particulièrement heureux des propos que j'ai entendus. Parce que trop souvent, dans ce domaine que nous appelons revitalisation des centres-villes, on entend un souhait d'un retour au passé. C'est-à-dire des commerces d'antan avec le fonctionnement d'antan. Pour avoir eu une autre vie avant d'être sénateur, vous savez, on est tous dans la société civile. Hein. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a un métier avant d'être élu. Moi, j'ai été élu retraité, vous voyez. Donc, j'avais 58 ans la première fois que j'ai été élu. Je ne pensais jamais devenir sénateur. Dans ma vie professionnelle, on était dans une activité qui était condamnée parce qu'on avait un géant mondial qui prenait tout un marché. Peu importe, c'est le monde funéraire. On a réussi à regrouper. Aujourd'hui, on représente 800 points de vente. On a inventé un concept. C'est équipé d'informatique. On passe directement des commandes sur les lieux de production. On est devenu importateur. Enfin, on a réussi à organiser une filière. Tout passe par là. Parce qu'aujourd'hui, quand on a peur du numérique, c'est comme si on avait peur de l'avion ou du TGV, quoi. C'est aussi simple que ça. Hein. Alors qu'on est très content quand c'est là. Mais en réalité, c'est vrai que la concurrence, pour moi, vous savez, je suis élu de l'Est lyonnais. J'ai un projet qui s'appelle Alpha, je ne sais pas si vous connaissez. C'est Amazon qui achète beaucoup d'hectares dans la plaine de Saint-Exupéry pour faire une plateforme de distribution à vocation européenne. Bon, alors certains ont reproché aux élus de l'accepter, mais si ce n'était pas installé là, il serait installé en Allemagne ou ailleurs. Hein, vous savez, c'est pas la problématique. Mais aujourd'hui, moi, je crois que vous avez dit le mot, ce qui se passe aux États-Unis le prouve, c'est pas tant le commerce de centre-ville qui va souffrir, c'est plutôt la grande distribution. C'est là le vrai problème. Parce qu'après, bon, il y a aussi la solution qui paraît insurmontable pour certains commerçants. Ils peuvent aussi être les lieux de livraison des produits qui sont vendus sur Internet en passant des accords avec d'autres groupes. Et ça attire en même temps le client dans le magasin qui peut acheter un autre produit. Donc voilà, il y a aussi toutes ces passerelles qui sont envisageables. Alors moi je crois qu'on est dans une grande ambiguïté quand on parle de ce sujet, parce que déjà on veut le modèle ancien du centre-ville. Alors si on met de l'habitat aujourd'hui, si on met des commerces, et si la ville est un peu étendue, il nous faut des parkings de grande capacité en centre-ville, ça veut dire qu'on n'a plus de lieux de vie, de rencontres, on n'a plus d'activités culturelles. Alors, c'est ce centre-ville qu'il faut inventer. Tout à l'heure, vous avez parlé du marché. Le marché, c'est 2 ou 3 fois par semaine, mais le reste du temps. Donc, ça pose un problème d'utilisation et de mutation de l'utilisation de l'espace dans le temps. Parce que l'endroit où on garde des voitures, après, il faut le combiner de telle façon qu'on puisse installer le marché, qu'on puisse faire une foire. Enfin, il faut qu'il y ait une mobilité des espaces. Donc, je crois que c'est très complexe parce que chaque ville, il n'y a pas un modèle qu'on peut dupliquer. C'est impossible, en fonction de la taille de la ville, de la sociologie et des habitudes de consommation des ménages. Il y a des études qui sont faites et que personne ne veut voir. Il y a des produits qu'il ne faut même plus essayer de vendre en centre-ville, c'est même pas la peine, c'est plus les mêmes commerces qu'il faut installer. Il y a des commerces qu'il faut grouper. Aujourd'hui, une maison de la presse, si je prends un exemple toute seule, ça ne peut pas marcher pour des raisons économiques. Un commerce, c'est pas fait. Un commerçant, les outils, là, c'est que des vecteurs de communication, et c'est pas ce qui va faire qui va changer la concurrence. Mais il faut que les commerçants de centre-ville soient présents par les produits qui existent et qu'ils en aient la bonne utilisation. Et pour ça, ça nécessite une formation, et je crois où les collectivités peuvent aider, l'État peut aider, c'est dans la formation, parce qu'aujourd'hui, le commerçant d'aujourd'hui, c'est plus le commerçant. Bon, il y a les immuables dans le commerce, bonjour monsieur, bonjour madame, le sourire, c'est la première qualité du commerçant, mais après, derrière, il faut aussi qu'il y ait la modernité et qu'il y ait l'efficacité. Il ne faut pas qu'on sorte d'un magasin en disant « Monsieur, je ne peux pas vous
vous vendre des produits. Moi, il nous est arrivé dans notre logique de développement, on va dire, d'entreprise artisanale qui considérait le concurrent comme l'adversaire. Maintenant, on a installé la marque concurrente pour ne pas être tout seul sur le marché, parce que sinon, on savait que si on était tout seul, on perdait des parts de marché. Donc, globalement, il vaut mieux avoir un concurrent sur le terrain et pouvoir garder le marché. Donc, tout ça, c'est quand même, à mon sens, un problème de formation des acteurs qui sont aujourd'hui par les chambres des métiers, par les chambres de commerce. Il faut que le commerçant qui s'installe ne reparte plus sur la logique d'hier, mais il faut qu'il prenne la logique de demain. Et c'est ça notre difficulté. Parce que quand moi, ça m'est arrivé de dire à des commerçants qui arrivaient dans mon bureau, qui voulaient installer une activité, bon, je dis, vous savez, je vous déconseille d'installer cette activité sur la commune parce que vous avez déjà un libraire. S'il y en a un deuxième, ben, ça ne servira à rien. Et après tout, il y a la liberté du commerce. Hein. Donc c'est un peu. Et puis les centres-villes, on en est arrivé à cette conclusion dans nos travaux, ce n'est pas que le commerce. C'est une partie de la solution. Et voilà, nous aujourd'hui, moi je suis très heureux d'entendre parce que vous avez abordé des solutions qui sont potentiellement possibles et c'est ce qui nous intéresse. Merci. Nelly Tocqueville. Merci, Monsieur le Président. Bon, c'est plutôt une somme de petites réflexions. Je suis très contente d'avoir entendu Monsieur Buffet en dernier parce que sinon je commençais à désespérer un peu parce que effectivement je suis d'accord avec Monsieur Monboisse, la perte d'habitants c'est pas de la responsabilité du commerce en ligne et ce sont déjà des sujets qui ont été évoqués lors de réunions précédentes. Bon, moi très sincèrement vivre dans un monde où je parle à ma montre pour commander mon pain, ça ne m'intéresse pas. Je vous le dis très franchement. Alors, si c'est le monde de l'avenir, je suis un peu plus réconfortée quand j'entends Monsieur Buffet dire que le train d'avance, c'est justement pas ça. C'est-à-dire que grâce, effectivement, au numérique, grâce à la technologie, on peut recréer du lien social. Parce que, moi je veux bien, mais l'étymologie du mot commerce, dedans il y a le préfixe cum qui veut dire avec, et puis le commerce c'est un échange. Alors si on regarde l'histoire de l'humanité, le troc, première peut-être forme élaborée de commerce, et puis parce que lorsque vous dites que les gens apprécient d'aller au marché, pourquoi ils apprécient d'aller au marché? Parce qu'il y a du lien social. C'est pas parce que c'est à la mode. C'est parce qu'il y a du lien social. Il y a bien une demande de lien social. Donc je crois que tout axé sur uniquement le numérique, uniquement le e-commerce, je pense que on va vers une société qui automatiquement va souffrir à un moment. C'est évident. L'humain ne peut pas vivre sans contact avec ses semblables. En revanche, créer, imaginer, ça, c'est indispensable et on ne peut pas faire l'impasse, bien évidemment, sur le progrès. Il n'est pas question de revenir aux locomotives à vapeur, puisque nous avons parlé du train ce matin. C'est pas ça le problème. Évidemment que c'est pas ça. Ce serait faire une énorme erreur. C'est comment, avec cette nouvelle donne qu'est le e-commerce, permettre d'évoluer, de regarder, de créer et de proposer du lien social autrement. Moi, je vais prendre un exemple que je connais. J'étais maire d'une commune de 800 habitants, plus de commerce. Depuis 5 ans, et on va aboutir là, on a imaginé une nouvelle forme de commerce, c'est-à-dire créer un commerce de centre-bourg où on va proposer des produits. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit par exemple à une charte de qualité, à une charte de respect de l'environnement. Ça, c'est une autre approche de l'échange, avec des produits dans un rayon de 50 km. On va proposer des services. Service, c'est la blanchisserie, le cordonnier, mais on va proposer aussi de la livraison en local. Et puis, parce que c'est le résultat d'une enquête auprès des habitants, qu'est-ce que les habitants ont demandé? Ils ont demandé un espace café, avant même le commerce.
c'est bien la demande de lien. Et ce sont les mêmes habitants qui font aussi des commandes sur Amazon ou sur d'autres sites. On ne va pas se leurrer. Mais n'empêche qu'ils ont aussi ce besoin de lien. Donc, c'est vrai qu'il faut être inventif. Moi, je pense qu'il n'y a pas de solution toute prête. Je crois que chaque situation mérite une réflexion adaptée. Et c'est vrai, monsieur, vous avez raison de dire que les villes, ce sont pas les grandes villes, sont pas les villes moyennes ne sont pas les petits centres-bourgs. C'est de là, je pense, que vient la difficulté. C'est à la fois cette nécessité de s'adapter au monde moderne qui nous pousse, qui bouscule, et pas seulement les petites mamies, mais aussi quelquefois les petits papis, et qui, de l'autre côté, nous fait des offres, mais en même temps nous oblige aussi à devoir continuer à garder ce lien social sans lequel, je suis désolée, l'être humain, là, n'a pas de devenir. Voilà, je pense que c'est aussi une réflexion, mais on va au-delà de la simple réflexion sur le commerce. Voilà. Alors, monsieur Joël Labbé. Oui, merci, monsieur le Président. Je me disais, quand je vous entendais les uns et les autres, que je suis heureux de vous entendre parce que j'aurais rapidement tendance à devenir vieux jeu. Et lorsqu'on est vieux jeu, on peut être dépassé. Maintenant, le côté vieux jeu rattaché à l'humanité, tu l'as dit à plusieurs reprises, mais on l'a entendu, vous en particulier, sans mésestimer les propos de chacun, la notion de l'humanité derrière cela. C'est un outil, ce sont des outils absolument fantastiques. Admirable. Par contre, si on ne met pas l'humain et le vivant, parce que je vais au-delà de l'humain, le vivant au cœur du sujet, on aura tout faux. On a raté une chose, c'est fait, hein, l'histoire a fait que la grande distribution, les extensions urbaines, qui sont des métastases urbaines, de grosses erreurs urbaines, on les a toutes faites partout dans le monde pratiquement. Les réoccuper pour partie peut-être par des dépôts. Maintenant, l'avenir sera de les réhabiliter pour les rendre à l'agriculture pour partie, si on veut survivre. Voilà ce que j'en pense. Moi, j'ai à la fois une foule de questions à vous poser, mais j'ai surtout besoin d'entendre et de me faire ma propre idée. La question de l'intelligence artificielle, quelque part, me donne le vertige. Donc c'est bien de s'en rendre compte pour lucidement, étant donné les responsabilités que nous avons, les décisions que nous allons prendre, éclairées par à la fois vos expériences et les expériences de tout le monde. Ton exemple de centre-bourg où la population consultée se dit on va faire quelque chose, on va profiter de ces outils modernes, mais on va commencer par un bistrot. Ça, c'est une réponse extraordinairement humaine. Voilà ce que je... Alors, merci de nous apporter ce que vous nous apportez. Sur la question du modèle américain, pour moi, l'Amérique, depuis longtemps, ne devrait plus être un modèle. Mais voilà, par contre, il est important de voir aussi ce qui se passe ailleurs. Et il y a un modèle américain qui est un modèle dominant. Il y a aussi d'autres initiatives américaines, d'Amérique du Nord, qui vont complètement à l'encontre de cela, tout en utilisant les fantastiques outils du numérique. Merci, Madame Chain-Larché. Bon, comme l'ensemble de mes collègues, je suis très contente de cet échange que nous avons parce que nous avons rencontré déjà bien des enseignes et bien des types de commerces. On savait que finalement la clé de voûte, c'était vous aujourd'hui parce qu'on évolue lentement, mais sûrement vers un autre monde, du commerce. Moi, je voudrais qu'on se rappelle, pour ceux, ou en tout cas celles et ceux qui étaient déjà nés, du choc qu'a été le Minitel et de l'appétence très rapide qu'il y a eu pour le Minitel chez une catégorie de personnes qui, très curieusement, n'étaient pas forcément les plus jeunes, mais quelquefois les plus âgés. Et en fait, qu'est-ce que ça a apporté à ce moment-là? Ça a apporté de transgresser toutes les difficultés qu'il pouvait y avoir à se déplacer, liées à l'isolement, notamment dans les territoires ruraux, mais même dans les villes. Et il y avait un certain nombre de problèmes qui étaient résolus. Je voudrais aussi rappeler
quand on a eu la possibilité d'avoir les paiements avec les cartes à puce. À quel point, d'abord, en France, on a été leader dans ce domaine. À l'époque, j'avais eu le plaisir de voyager aux États-Unis et au Canada. On n'en était absolument pas là. Là où en France, on était déjà très avant-gardiste. Et à quel point tout le monde aussi, très rapidement, s'est adapté. Donc, ce dont on est en train de parler là, je pense qu'il y a actuellement un terreau qui est très fertile pour pouvoir évoluer assez rapidement. Mais il va y avoir à mon sens, des arguments qu'il va falloir utiliser. Et je pense que si le e-commerce trouve toute sa place, et de façon même assez spectaculaire, en ce moment, il y a un aspect des choses qu'il faut aborder, c'est la sécurisation. La sécurisation des paiements, qu'on n'avait pas forcément avant, c'était très dangereux, et ça reste encore assez dangereux dans certains cas. Et la sécurisation de la démarche, notamment, et je reviens toujours aux personnes âgées, aux territoires ruraux, où on sait que faire du commerce de cette sorte-là épargne bien des difficultés, celle de prendre sa voiture, celle de s'exposer à des dangers, celle éventuellement d'être victime d'agressions, comme on le voit sur les parkings des grandes surfaces dans nos territoires. C'est vraiment, ça fait partie des faits divers courants, si vous voulez, de la vie de tous les jours. Donc il y a cet aspect-là, sécurisation, bien sûr, transgression de toutes les difficultés que l'on peut trouver. Et il y a un aspect, à mon sens, avec une orientation qu'il faut que vous puissiez prendre. Tout à l'heure, nous avons parlé des marchés. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On voit les marchés réapparaître en territoire rural, notamment, dans les villes, ils perdurent, mais on les voit se développer. Pourquoi? Bien sûr, c'est un lieu de lien social, mais à la limite, les grandes surfaces peuvent l'être également, ou par exemple, les moyennes surfaces, les centres-bourgs encore aussi, pourquoi pas. Mais c'est surtout parce que, à mon sens, on revient vers le manger local, vers le souhait très très fort de savoir ce que l'on a dans son assiette et celui des circuits courts. Et si on arrive à pouvoir passer commande par le biais du e-commerce, que ce soit dans les AMAP, que ce soit dans ces fermes bio, etc., je pense qu'on aura marqué vraiment, à mon avis, un grand progrès. Donc, arriver à lier tout ça, prendre en compte à la fois l'aspect sécurisé, prendre en compte l'appétence que l'on a maintenant pour ces circuits courts, c'est peut-être une façon de faire évoluer, notamment dans les territoires ruraux. Merci. Donc, vous voyez, beaucoup de questions à nouveau se posent. Et je voudrais peut-être laisser la parole à Madame Diane Peltra de Borde, qui est donc fondatrice et présidente de Diben Consulting et professeure également de e-marketing à l'ESSEC, en fonction de ce que vous avez entendu. Et puis après, on passera sur... Et puis vous pourrez répondre aussi, mes chers invités, aux différentes questions. Alors, tout d'abord, je vais présenter mes plus plates excuses pour mon retard. Voilà. Une sombre histoire de train de banlieue qui n'a pas voulu démarrer. Je suis vraiment navrée. C'est pas bien connecté. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. J'aurais pu la faire en visioconférence, mais... Alors, je prends un peu le train en route, oui, pour rester dans la même thématique. Donc, j'ai pas eu le plaisir de vous entendre tous, donc je vous livre les réflexions telles qu'elles me viennent à partir du moment où j'ai pris connaissance des échanges. Alors déjà, il y a une chose, en venant ici, c'est quand même un quartier magnifique, et je voyais des boutiques que j'ai envie de qualifier d'intemporelles, comme une maison de poupées, enfin en tout cas un magasin d'expertise de poupées. Et finalement, je me suis dit qu'il y a des choses, pardonnez-moi, voilà, qui sont immuables. À savoir, le luxe, par exemple, eh bien, c'est quelque chose... quand on rentre dans une boutique de luxe, on n'a pas envie de parler à un robot. Je comprends qu'on n'ait pas envie de parler à un robot pour acheter du pain, mais alors vraiment, pour acheter une robe sur mesure, c'est pas envisageable. Et en fait, ce qui me fait vous livrer cette réflexion, c'est que les étudiants de l'ESSEC que je suis ont, pour la plupart dans leur mémoire, donc ils sont vraiment spécialisés digital, ils se disent, oui, mais enfin, c'est très bien, mais il y a un moment où les gens vont nous dire, non, stop, on n'est pas avec vous, on est en train d'acheter un produit exceptionnel, et vous nous demandez vulgairement d'appuyer sur un bouton, ça ne marchera pas.
Donc, la première réflexion, c'est que quand on parle de commerce, je pense qu'il faut distinguer, tous les commerces ne seront pas touchés au même titre. Ça, c'est une certitude. Voilà. La deuxième, c'est que si on considère les commerces pour lesquels les gens acceptent, entre guillemets, d'appuyer sur un bouton, bah pour cela, là aussi, c'est un petit peu une lapalissade, mais le pendant numérique de l'accessibilité, donc l'équivalent du parking, c'est la connectique. Donc il faut s'assurer que tout le monde dispose, enfin les territoires sont suffisamment couverts, que la connectique est suffisante pour mettre en place toutes les idées qu'on est en train de faire surgir. Une fois, alors si on pose le postulat que c'est fait, qu'est-ce qui change en fait fondamentalement? Les produits non, le fait que l'homme soit un animal sociable non plus, ça c'est immuable. En revanche, c'est vrai que le numérique permet de faire aller plus vite, dans le sens où on collecte plus rapidement les données, et puis ça permet des échanges accélérés de tous les points de vue. Alors le premier point de vue, j'ai entendu parler de cas par cas, et c'est vrai que finalement un boulanger, un libraire, et selon les commerces, on n'aura évidemment pas le même besoin en fait de créer son application ad hoc. Et ce qui est bien, c'est que justement, le numérique permet de recueillir les besoins. Vous ouvrez n'importe quelle application, vous avez la possibilité de noter, de laisser des suggestions, des commentaires, etc. Donc ce serait dommage de passer à côté. Je pense que le numérique, c'est l'école de l'humilité, dans le sens où même si on a le meilleur cerveau du monde, c'est toujours le client qui a raison. Et ce qui est bien dans le digital, c'est qu'on peut lui demander maintenant tout de suite ce qu'il en pense. Donc s'il fallait être adaptable et flexible et faire de l'ad hoc, au moins ça en donne l'opportunité. Ensuite, le numérique, ça permet de connecter le on et le offline. Donc c'est l'histoire du click and collect. Et là, je renvoie au problème d'accessibilité. C'est super de commander en ligne et d'aller chercher son produit sur place, mais il faut y accéder avec sa voiture, pour schématiser. Mais ce qu'on peut faire aussi avec la passerelle online et offline, c'est jouer sur la deuxième dimension, la dimension participative, ludique et locale. Alors, je citerai en exemple la ville de, alors je crois que c'est Arles, qui proposait un parcours historique avec des QR codes installés un peu partout. Et à n'importe quelle heure, en installant l'application, Marseille aussi fait la même chose, on pouvait plonger dans la ville historique, écouter l'histoire des monuments, etc. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose avec un parcours shopping ? Au lieu de s'appeler en se disant « T'es où ? Je suis au carrefour de telle et telle rue », eh bien, on pourrait tout à fait se dire « voilà, aujourd'hui, on va, de la même façon qu'il y a des routes des vins, pourquoi est-ce que chaque ville n'essaierait pas de quadriller où il y a des choses superbes, il y a des quartiers où il y a des magasins de numismatique, d'autres où il y a des magasins de librairie spécialisés dans la musique. Enfin, chaque ville a vraiment quelque chose à proposer. Donc ça me paraîtrait une bonne façon de le faire. Voilà. Bien. Martial, oui. Moi, j'ai l'impression qu'avec l'ensemble des interventions, à la fois, on a le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté, pour reprendre une formule célèbre. Le pessimisme de l'intelligence, c'est qu'on est devant une révolution concernant les achats, concernant le commerce. Mais en même temps, ce qui nous fait, et mes collègues sont intervenus dans ce domaine-là en disant, un centre-ville, c'est pas simplement le commerce. Centre-ville, c'est de la culture. Centre-ville, c'est du logement. Centre-ville, c'est aussi de la convivialité. Centre-ville, on y vient pour se sentir bien, c'est des espaces publics. C'est du service. C'est du service en général, santé notamment, et dans beaucoup de domaines. Si bien que la force par rapport, vous avez eu raison de faire la comparaison avec la ville américaine, la force de la ville européenne, c'est que justement, elle est très différente de la ville américaine. C'est un choix. C'est-à-dire, d'un point de vue historique, la ville européenne, elle a décidé de maximiser l'ensemble des relations sociales dans le cœur de ville. C'est un choix. Et quand on aborde cette question... Alors, après, on est obligé, parce que vous nous poussez dans nos retranchements,
on est obligé après de se dire, mais est-ce que c'est toujours valable? Est-ce que c'est toujours valable? Alors, je regarde, hein, je fais le point, puis on est obligé de se poser cette question-là. Si on ne se posait pas cette question-là, inévitablement, on ne serait pas efficient intellectuellement. Et on se dit, la santé, ça va durer. La culture, encore heureux. Vous regardez, beaucoup de services qui existent dans les cœurs de ville vont continuer. Et après, il y a une question de commerce. Alors, il y a le commerce de luxe que je pense que vous avez eu un coup de cœur là tout à l'heure devant une boutique là. Hein, mais ah bon, j'ai cru. Mais le commerce va durer aussi. Simplement, il est en train de changer à toute vitesse. Il a été concurrencé par les périphéries de façon presque anormale, parce que d'autres pays n'ont pas fait la même chose que nous. Mais en plus, maintenant, moi je le vois bien hein, avec mes enfants et tout ça, hein, ils commandent avec une facilité avec le clic qui est extraordinaire. Alors, après vous avoir entendu, je me dis qu'il y a certainement peut-être une solution. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez très bien dit, pourquoi faire en sorte qu'il n'y ait pas un marketing de centre-ville numérique et ensuite un marketing complètement individualisé pour chaque commerce, comme vous venez de le dire aussi, qui est qu'on puisse voir. Alors moi, j'ai remarqué, j'ai vu qu'il y a des commerçants qui vont très vite. Ils ont une page Facebook et j'ai même vu des artistes qui vendaient beaucoup plus maintenant par Internet et par les réseaux sociaux que dans leur boutique. Mais ils tiennent encore à garder leur boutique. Ben parce qu'ils exposent, et y compris, ça s'expose des produits aussi. Alors, qu'est-ce que vous nous préconiseriez pour que nous puissions, dans la proposition de loi que nous allons faire avec nos collègues, non seulement de se dire, on croit au centre-ville, on va vraiment mettre le paquet parce que c'est quelque chose de durable, mais comment faire pour être dans le goût du temps, c'est-à-dire faire en sorte qu'on soit les plus connectés possible. Alors j'ai vu qu'il y a plusieurs centres-villes en Europe, Amsterdam et tout ça. À Amsterdam, ils ont eu le même problème que nous. Hein. Vous avez vu ce qu'ils ont fait, hein, ils ont fait payer les parkings à la périphérie, hein, des choses comme celle-là. Hein. On n'est pas obligé de regarder. Il faut qu'on regarde tout ce qui se fait. Hein. Mais en même temps, ils ont connecté complètement leur centre-ville. Et il paraît que ça donne quelque chose d'extrêmement bien, parce que cette connexion existe partout. Et est-ce que là, vous avez des indications à nous donner ou quelque chose de très précis? Tout à l'heure, il y a eu des interventions qui nous disaient « c'est possible ». Non seulement c'est possible, mais on sait faire. Dites-nous en plus, parce que ça nous intéresse vraiment. Hein. Bien, merci. Alors, si vous voulez, on va refaire un dernier tour de table. Donc, si vous pouvez concentrer toutes vos réponses de nos collègues, de Martial, et j'en rajouterai une question sur laquelle, on ne vous demande pas de répondre précisément, mais on ne s'adresse pas aujourd'hui ni à Amazon. Vous n'êtes pas représentant ni d'Amazon, ni d'Alibaba. Bon, si j'ai bien compris. Sachant que lors de nos auditions, on a eu les petits commerces dans les centres-villes qui se sont plaints des commerces de périphérie, parce que ils ne travaillaient pas avec les mêmes compétitions financières. Et en même temps, ils se plaignaient aussi du e-commerce. Ensuite, on a rencontré les grandes enseignes alimentaires et autres, qui, eux, s'inquiètent beaucoup du e-commerce. Parce qu'ils disent, voilà, nous, on n'a pas les mêmes charges que ceux qui font du e-commerce, et notamment les grandes plateformes que je viens de citer. Et qui nous disent, voilà, comment on fait pour rééquilibrer les choses entre le petit commerce de centre-ville, qui a des charges pratiquement du double de ceux de la périphérie, parce que la fiscalité est plus importante, les charges foncières sur le bâti, etc., ont augmenté,
la périphérie où le coût de construction est moins élevé, il y a moins de... les mises aux normes seront moins compliquées. Et puis la fiscalité des GAFA, qui est epsilon par rapport à ce qu'ils devraient payer, et enfin pas au mal qu'ils font sur le petit commerce, mais quand même un peu, parce que bon, moi je suis tout à fait conscient que les torts sont partagés. Les élus, on a notre part de responsabilité. Les consommateurs, parce qu'ils veulent maintenant consommer différemment, et c'est bon, c'est l'air du temps, ils veulent aller au plus près de l'achat, ils veulent plus faire de même 100 mètres pour aller acheter quoi que ce soit. Donc les torts étant partagés, et vous n'étant pas forcément les premiers responsables, puisque on parle plus de plateformes à dimension humaine, comment... Qu'est-ce qui serait préférable comme fiscalité concernant le e-commerce? Tu as cité le chiffre d'affaires. Est-ce que ça peut être aussi la problématique des livraisons? Puisque bon, ça va aussi polluer sur le plan environnemental, parce que plus on aura de camions sur les routes pour aller livrer un petit paquet grand comme ça sur un hameau isolé en campagne, bon, ça coûte quand même... relativement cher sur le plan carbone. Bon. Donc il faut qu'on trouve un moyen de trouver une fiscalité équitable et qui permette justement après de financer des opérations en centre-ville, parce qu'il faut qu'on essaie de trouver des financements. On voit bien qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est de trouver des financements. Donc voilà, moi je voulais que vous puissiez intégrer dans vos réponses ce problème de fiscalité, en plus de tous les autres problèmes qui ont été évoqués. Merci d'avance. Monsieur Montbois, vous commencez le... Oui, je vais commencer dans la série du pessimisme, du réalisme. Si on regarde un peu, la question a été posée, le e-commerce est en croissance dans tous les pays du monde, y compris encore aux États-Unis à plus 15, et en Grande-Bretagne, où vraiment le e-commerce est plus développé qu'en France, 1,5 fois à 2 fois plus. Et où les fermetures de magasins prévues par le BRC, British Retail Council, je crois, sont dramatiques. Hein. Ils prévoient 900 000 fermetures de magasins dans les 3 à 4 ans qui viennent. Pays-Bas aussi. Donc là où il faut être... il y a urgence à se bouger. Je ne sais pas si vous êtes récemment allé à New York. Le nombre de boutiques fermées à New York est énorme. Et New York est la plus européenne des villes américaines. C'est-à-dire qu'il y a des quartiers avec des tas de petites boutiques partout. C'est-à-dire que la taille du e-commerce et les habitudes des gens font que de plus en plus les gens commandent et un magasin peut perdre 4 à 5% de chiffre d'affaires et ça fait qu'il passe du vert au rouge et qu'il ne peut plus vendre. Enfin, vous connaissez les taux de vacances commerciales. Donc je pense qu'il y a vraiment un facteur d'urgence à bouger parce que la tendance est mondiale. Et je suis tout à fait d'accord avec l'approche de renaissance numérique. C'est vraiment localement qu'il faut voir dans chaque bassin quelle est la solution en s'appuyant sur le tissu. Il y a une chose qui aide le e-commerce aussi, c'est que l'essor des grandes surfaces a été accompagné par celui de la voiture. Et la voiture n'a plus le vent en poupe. Les jeunes, enfin mes enfants, jeunes générations, il faut les pousser pour avoir le permis, ils n'ont pas envie d'une voiture. Et donc l'habitude qui était on prend la voiture, on va à l'hyper, on fait ses courses, c'est plus quelque chose que les jeunes générations aiment faire, et donc elles pensent que c'est mieux de passer commande sur Internet, surtout que le temps passé à remplir le caddie dans le magasin n'est pas toujours la meilleure utilisation du temps, d'où le succès du drive, où c'est le magasin qui fait le travail des gens. Il y a une chose qui aide les marchés aussi, dont on n'a pas parlé, et je vais venir à propos d'Amazon parce qu'ils l'ont senti, c'est qu'il y a une grande méfiance des consommateurs de la part vis-à-vis des marques alimentaires. La vache folle d'abord, le lait contaminé, la viande de cheval. Enfin, dans toutes les enquêtes, les gens se méfient, ne savent pas ce qu'il y a dans les produits, se méfient des études. La récente aussi étude, vous savez, sur le taux de cancer des plats cuisinés. Enfin, tout ça fait que les gens ont confiance dans les marchés, effectivement, discuter avec le marchand, voir l'étiquette d'où ça vient, et ça aide les circuits courts. Et j'y viens, c'était une question sur l'alimentaire Amazon, c'est pour ça qu'Amazon a acheté Whole Foods. Whole Foods, c'est Naturalia aux États-Unis. C'est-à-dire c'est du haut de gamme bio avec une marque. Et donc, je ne sais pas quels sont leurs plans, mais c'est hyper intelligent. C'est-à-dire qu'ils ont acheté 500 magasins d'épicerie haut de gamme où c'est des bons produits, on sait d'où ils viennent, de Wisconsin, enfin c'est marqué dessus. Donc ça peut être des débouchés. Et les rumeurs d'Amazon avec Super U, ça serait assez intelligent aussi de proposer ça comme ça aux gens.
Sur la logistique, là, il faudrait vraiment en parler parce que c'est les plus pros, je dirais, à la Poste et aux grands faiseurs. Mais ce qu'ils disent, c'est qu'ils mutualisent les livraisons. On en a parlé entre deux portes pour le faire de manière plus sérieuse. Et qu'avoir plus de clients au-delà d'un certain effet d'échelle, et la Poste, là, clairement, ça ne pollue pas plus parce qu'en fait, le camion fait déjà sa tournée et l'optimise. Donc, on le verra. Sécurisation des paiements, c'est une chose sur laquelle on travaille, mais il n'y a pas trop de soucis. C'est-à-dire que la plupart des... Quand il y a une fraude, en général, c'est le commerçant qui se fait frauder. Puisqu'avec le système de carte de crédit, si un consommateur constate un achat qu'il n'a pas fait, il porte plainte et il est remboursé, sauf si le marchand prouve que non, il a bien été livré le mardi 22 d'un colis, le postier le signe. Et donc, en général, les gens se font rembourser. Il n'y a pas trop de problème. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire attention, mais il n'y a pas trop de problème. Surtout que la plupart du temps, les commerçants sous-traitent cette fonction à des sociétés financières spécialisées dont c'est le métier. Et puis, il va y avoir des renforcements encore de la sécurité avec les directives. Donc là, je ne pense pas que ça soit un souci. Donc, sur la fiscalité, alors, je crois qu'il faut distinguer les GAFA, comme vous avez dit, et les autres. C'est-à-dire que tous les sites Internet payent des impôts... Fnac.com, Carrefour.fr, c'est discount, et les petites PME, tout le monde paye les impôts de manière normale, mais ne paye pas évidemment l'impôt foncier, sauf pour les entrepôts, parce que la fiscalité n'est pas adaptée. Alors, mes amis, je les connais, e-commerce, ont l'idée de mutualiser, en gros, de faire payer les impôts fonciers par des e-commerçants. On peut tout faire, mais ça ne va pas gêner Amazon, parce que c'est une goutte d'eau, et ça va gêner tous les autres. Et donc c'est un peu paradoxal de passer 1h30 à aider les commerçants à développer un site internet et puis de leur dire après, attention, il va y avoir une taxe. C'est un peu compliqué. L'idée, qui est une bonne idée, mais là il faudrait refondre la fiscalité, c'est quand un consommateur d'une ville achète un produit, ou qu'il l'achète, il y a une partie de son achat qui contribue à la fiscalité de la ville. Je dis n'importe quoi, une partie de la TVA serait donnée à la ville, que ça soit acheté dans un magasin de la ville ou que ça soit acheté sur un site internet situé en Allemagne. C'est pas idiot. C'est-à-dire que l'impôt sur la consommation lié à la consommation d'un citoyen qui habite dans le Tarn-et-Garonne, ça va dans le Tarn-et-Garonne, même si c'est un site allemand ou belge ou américain. Mais ça ne fiscalise pas l'entreprise. Non, mais ça donne des ressources. Non, mais ça donne des ressources. Ça évite l'érosion fiscale. Voilà, ça évite l'érosion fiscale, parce que si les gens se mettent à plus acheter dans les magasins et acheter sur des sites étrangers, la collectivité perd de la recette fiscale. Et ça, c'est un souci des collectivités et des centres commerciaux les premiers, parce que les centres commerciaux disent aux magasins, attendez, s'il y a du chiffre d'affaires qui se fait sur Internet et plus dans votre magasin, je perds de la ressource, ça peut être une des solutions. Mais bon courage, parce que ces problèmes de fiscalité doivent être européens, donc c'est pas simple. Voilà. Et sinon, la fiscalité, ce que fait le gouvernement français, nous on le soutient tout à fait sur les GAFA, c'est-à-dire d'essayer de pousser l'Europe à faire une taxation des GAFA qui doit être sur le chiffre d'affaires parce qu'ils ne gagnent pas d'argent. C'est-à-dire qu'Amazon ne gagne pas d'argent, hein, donc si on le taxe sur l'impôt sur les sociétés, je suis sûr qu'en France, ils sont en perte. On n'aura pas d'argent. Désolé, j'ai été long. Merci. Alors, monsieur Babet. Oui, non, mais moi, c'est pas... Après les États-Unis. Les États-Unis, en fait, ils nous disent justement un petit peu comment les choses vont tourner. Si on regarde bien les États-Unis, ils vont vous expliquer que les périphéries vont se dépeupler. Ça veut dire qu'en gros, les centres commerciaux de périphérie, ce que disait M. Monbois, vont tout simplement se dépeupler. Il va y avoir moins de mètres carrés à la location et les mètres carrés qui vont décroître vont être mutualisés entre différents acteurs. Je prends un exemple très concret. Vous avez une structure comme Aéropostale. Non, Aéropostale, vous savez, c'est le distributeur qui, rien que sur l'année dernière, a perdu 154 magasins à l'échelle américaine. Vous avez, comme disait M. Monbois, des grandes villes dont les surfaces commerciales sont en train aussi de se dépeupler. Et alors, comment elles sont remplacées? Elles sont remplacées par des services. Ça veut dire que les marques initiales ou bien louent leur mètre carré à des nouveaux acteurs, notamment des nouveaux acteurs digitaux, ou bien ces marques-là vont essayer de proposer des services complémentaires à leurs clients. Et donc, quel est le point que je veux soulever?
c'est tout ça. Alors, faut pas se leurrer. Je sais que la dame est partie, là, la sénatrice. Moi, je veux bien que la dame parte. Enfin, je veux dire, j'ai pas de souci par rapport à ça. C'est juste que l'intelligence artificielle, vous avez le cabinet. Venir, hein. Oui, mais vous lui direz, vous lui transmettrez que le cabinet Roland Berger, lui, il estime à peu près entre 3 et 4 millions le nombre de personnes qui vont perdre leur métier du fait de l'intelligence artificielle. Après, on peut se voiler la face. On peut se dire, la vie ne sera faite que de bons principes. Le problème, c'est qu'on a une économie digitale qui a aussi un phénomène de destruction-création. On peut ne pas le voir. On peut souhaiter être en 1930 avec des maréchals Ferrand, etc. La vérité, elle est quand même technologique. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la technologie, le progrès technique, c'est la base de la croissance. Il y a un problème qui est quand même un problème derrière, que je veux partager, si on ne pousse pas des acteurs français majeurs sur la distribution numérique. Vous rappelez que Carrefour, Leclerc, Auchan, ces acteurs-là sont nés après la guerre et se sont installés comme acteurs majeurs au niveau mondial, qu'aujourd'hui la valorisation boursière d'un Carrefour, vous avez vu le nombre de dirigeants qui se sont succédés, c'est peanuts, c'est cacahuètes par rapport à la valorisation boursière d'un Alibaba ou d'un Amazon. Ça veut dire que si les acteurs locaux n'accompagne pas le mouvement de la digitalisation des structures installées de la grande distribution française, demain c'est un raz-de-marée. C'est un raz-de-marée en termes d'emploi. Ceci étant dit, je n'ai pas proposé ma solution. Ma solution, alors je vous ai dit d'un côté, il va y avoir des mètres carrés qui vont être mis, je parle aux États-Unis, qui vont être mis à disposition d'enseignes qui vont se mutualiser. Il y a une deuxième possibilité, et c'est ça, à mon sens, il y a 2 points, à mon sens, sur lesquels il faut le plus possible essayer de se positionner. Le point numéro 1, c'est l'expérience de vente. Parce que, en effet, le digital va permettre de créer des manières de vente qui n'existaient pas précédemment. On va prendre le meilleur de la vie sociale, on va prendre le meilleur de la vie digitale, et on va essayer de créer des nouvelles manières de fonctionner. Vous avez tous, j'imagine, des enfants ou des petits-enfants. Regardez comment ils utilisent leur smartphone. On n'a pas parlé de social commerce, là. Parce que le social commerce fonctionne moyennement en France. Mais par exemple, en Chine, la part ça représente à peu près 35% du commerce en ligne, le social commerce. Ça veut dire que demain, il y a un nouveau territoire qui arrive. Ce sont les jeunes qui eux-mêmes s'invitent à aller vers des produits. Et dans ce cadre-là, on essaiera de créer des bars, on essaiera. Mais vous savez, les jeunes, ils s'en foutront. Parler nettement, ils s'en foutront de ces bars-là. Ce qui les intéresseront, eux, c'est la manière dont le territoire va créer des outils pour qu'ils se sentent, pour qu'on réponde à leurs besoins. Donc, premier point, créer des expériences de vente. Deuxième point, aller vers la production locale. Vous avez tout à fait raison, monsieur, quand vous parlez parce qu'il y a ce besoin qui existe en région, mais aussi dans les grands pôles urbains. Ce besoin de retrouver des chaînes d'approvisionnement courtes qui mettent le producteur en lien avec le client, et notamment sur toute la partie agroalimentaire. Parce que justement, il n'y a pas de traçabilité. La traçabilité va revenir justement du fait de la digitalisation. On va perdre demain, enfin même, vous avez certainement dû voir que Carrefour avait fait un test sur ça la semaine dernière. Aujourd'hui, vous avez un poireau qui pousse dans un jardin. Demain, on sait exactement dans quel jardin et à quel et où est-ce qu'il a été mis en vente par ce qu'on appelle la blockchain. Donc, premier point, créer l'expérience de vente. Deuxième point, aller vers la production locale. Et enfin, troisième point, arriver à mettre en place en parallèle du commerce, ce qui n'a rien à voir avec le commerce, des fibres sociales qui vont regrouper les gens sur les nouveaux besoins. On a parlé, je terminerai juste après, on a parlé juste de la voiture qui disparaissait, qui allait disparaître de la manière de fonctionner. Eh bien, pourquoi pas, je ne sais pas, moi, dans différents centres-villes, aller plus vers le vélo ou d'autres moyens de locomotion. Pourquoi pas créer des nouvelles cultures urbaines, cultures digitales, en utilisant, ce que dit monsieur, les savoir-faire locaux. Bien, merci. Monsieur Buffet, en 2 minutes, s'il vous plaît, parce qu'on doit. Alors, je souhaitais conclure. Repartir d'un fait essentiel, c'est que on vit dans un monde constitué de beaucoup d'espèces, mais aussi d'êtres humains, et un monde qui n'a pas été inventé pour l'économie.
On parle, je trouve ici, beaucoup trop d'économie. Et pour moi, l'élément essentiel de la révolution numérique, c'est que les gens, les citoyens, les consommateurs ont repris le pouvoir. Le monde des grandes surfaces, il a été inventé à une époque où c'était aux gens de s'adapter au modèle économique. On a basculé dans un monde où c'est à l'économie de s'adapter aux gens, parce que les gens ont repris le pouvoir à l'ère numérique. Et ça, il ne faut pas l'oublier, et ça change beaucoup de choses. On a parlé des AMAP depuis tout à l'heure. Les AMAP n'ont aucun sens économique, et pourtant, tous les agriculteurs qui sont en mode AMAP ne savent plus où donner de la tête. Je suis venu en vélo ici tout à l'heure, ça n'a aucun sens. Penser que le monde est fait pour optimiser de la performance, c'est une erreur fondamentale à l'ère numérique. Et je pense, et je crois, et je suis persuadé que nous basculons dans un monde où l'humain a repris le dessus et où on est en train de reconstruire un monde de valeurs avec un S à la fin, c'est-à-dire que chacun des êtres humains a besoin de se reconstruire. On a parlé de culture, les Américains ils n'en parlent jamais parce qu'il n'y en a pas là-bas. Mais l'un des éléments essentiels de notre vie au quotidien, c'est l'aspect culturel. Il n'y a jamais eu autant de concerts dans les salles de concert parce que les gens sont heureux d'y aller. Ça n'a pas de sens économique, ça n'est pas grave. Voilà, je tenais à commencer par ça parce que c'est un aspect qui est important et qui finit par provoquer de l'émotion chez moi parce qu'on n'est pas là uniquement pour parler d'économie. Alors s'il n'y a pas d'économie, toute la machine ne tourne pas. Mais on peut apporter de l'économie à ces modèles. Alors de façon très concrète, concernant les questions de logistique. Je vais revenir sur le sujet de l'intelligence artificielle que je vais lier à celui de l'open data. L'intelligence artificielle, ça fait 50 ans que ça existe. Jusqu'à présent, c'était réservé à Carrefour ou à Auchan. Maintenant, grâce, et en fait c'est l'élément nouveau essentiel, à sa démocratisation, tous les acteurs économiques ont accès à l'intelligence artificielle, ce qui fait que avec l'intelligence artificielle et l'open data, on peut croiser l'ensemble des tournées de l'ensemble des acteurs et faire en sorte que, au lieu que tout le monde livre à 7h30, eh bien on va s'organiser. Ou que, comme c'est en test actuellement dans Paris, lorsque le camion poubelle passe, ça prévient la concierge qui sort les poubelles une seconde après et qui les ramène une seconde après. Ce qui fait qu'on optimise les process. Donc bref, là aussi, sur les outils économiques, numériques d'aujourd'hui, on a les moyens d'optimiser les process et peut-être que c'est un moyen d'utiliser ces friches à proximité en faisant les grosses livraisons dans ces friches et puis la livraison dernier kilomètre de façon coordonnée entre l'ensemble des acteurs et pourquoi pas coordonnée par le manager de ville qui pourrait, et je pense que ce serait un axe extrêmement intéressant, que chaque manager de ville ait à sa disposition un pool de X dizaines ou peut-être une centaine de start-up qui ont été évaluées, qualifiées et structuré par offre, à lui de choisir celles qui sont adaptées à son territoire et de proposer à son tissu économique local ce pool de start-up avec cette notion de tiers de confiance qui me semble être essentielle pour l'ensemble de ces points. Je finirai sur le sujet de la fraude. Pour un tout petit cocorico, le pays au monde où l'acteur du paiement est le plus en avance, où a le taux de fraude le plus faible, c'est le groupement carte bancaire. Et ne l'oublions pas. Et il se trouve que le groupement carte bancaire a créé un lab dont la vocation autour du numérique est de faire en sorte que les startups du numérique françaises soient en mesure d'apporter des solutions. Donc peut-être que là aussi on peut se féliciter de ce que l'on a aujourd'hui. Je terminerai, on a parlé un tout petit peu de santé. Sur la santé, on peut brandir le spectre aussi magnifique qu'inquiétant de la consultation complètement dématérialisée, ou dire que Doctolib existe et permet de recréer du lien de proximité et d'avoir accès à l'ensemble des médecins. Je crois qu'il n'y a pas une solution qui est bonne, l'autre qui est mauvaise, mais que quand on est à 50 km de son premier médecin, c'est très bien de pouvoir faire du en ligne. Et puis, quand on est dans un centre-ville un peu plus important, c'est très pratique de savoir si c'est possible de réserver chez tel ou tel médecin. Encore une fois, les solutions numériques, elles existent, elles sont disponibles. Créer une plateforme à disposition des managers de ville, à disposition des acteurs locaux, c'est très facile à faire. Et pour parler pour le coup un peu d'économie, aujourd'hui, il y va de l'intérêt d'un certain nombre de grands acteurs économiques parce que, encore une fois, les banques, les bureaux de poste seraient ravis que les commerçants viennent chez eux pour découvrir les startups plutôt que de ne les découvrir qu'en ligne. Et je suis persuadé que ces grands acteurs économiques seraient ravis de mettre la main à la poche pour aider les collectivités territoriales à redynamiser les centres-villes avec l'apport des start-up françaises.
Merci. Alors, Claire Sorel, vous aviez rien à ajouter. Et puis, Madame Peltra de Borne, si oui, alors vous voulez conclure. C'est très très terre à terre, parce que j'ai cru comprendre que... Enfin, je suis partie du principe que c'était quelque chose, des suggestions à entrer dans une proposition de loi. Donc c'est extrêmement terre à terre. Je partage absolument tout ce qui a été dit sur le côté émotionnel qui est indispensable. Mais alors, assez pragmatiquement, j'entends qu'il y a des locaux qui sont désaffectés puisque ils ne trouvent pas preneur. Eh bien, peut-être qu'on pourrait dire, finalement, il faudrait une proportion, mais je crois que c'était le sujet de ce que vous avez dit également, une certaine proportion de ces locaux qui soient mis à disposition pour créer des points de collecte, puisque à partir du moment où ils sont accessibles, eh bien, effectivement, c'est un très très bon moyen de procéder à on va dire, une liaison entre le e-commerce et la vraie vie, le vrai monde. Et deuxièmement, de créer ce que j'appellerais des pop-up stores ou vitrines, espaces qui seraient partagés par tout le monde. Je pense aux créateurs de bijoux, je pense à toutes les personnes qui finalement trouvent ça assez simple et moins cher d'avoir un business uniquement en ligne, mais qui souffrent de ne pas voir finalement leurs clients. C'est terrible, la solitude de quelqu'un qui en fait, dont le local est un écran est terrible. Donc finalement, si on se disait, au lieu de brader commercialement ces locaux, qui de toute façon, soit seront réaffectés en habitat, mais personne ne voudrait habiter dans un coin désert, on a tous envie d'avoir une boulangerie à côté, donc de toute façon, ce ne sera pas intéressant financièrement, peut-être qu'on pourrait faire d'une pierre deux coups et se dire, par taille minimum de ville, on a un point de collecte, et puis pour qui veut, alors peut-être sur le mérite, sur les dossiers à compléter, etc., pour les acteurs du e-commerce, c'est bien la possibilité de faire valoir ce qu'ils ont, enfin leur création. Ceci m'amène au point clé qui est, en fait, les commerçants, du coup, il faudrait les former, évidemment. J'imagine que ça a été évoqué plusieurs fois. Et il faudrait que les chambres, enfin les CCI, à chaque fois qu'elles reçoivent la demande de quelqu'un, ne disent pas « bah non, désolé, vous êtes le 5e ou 4e », mais peut-être « ok, on y va, on vous laisse une chance ». De toute façon, entre guillemets, c'est la loi du marché, même si je souscris complètement au fait qu'il faut aussi exercer son métier avec son cœur. Mais peut-être qu'on pourrait leur dire, ben voilà, une formation sur les aspects digitaux de votre métier, parce qu'effectivement, vous aurez des clients à qui il faudra répondre via les réseaux sociaux, ils vous poseront des questions, vous recueillerez tout de suite des informations qui vous aideront à savoir si l'achat de livres que vous prévoyez de faire est judicieux ou pas, ce que demandent les gens, etc. Et pour ça, il a été évoqué l'idée d'un pool de start-up qui est absolument excellente, tout à fait. S'il y avait des partenariats entre les start-up, les CCI, ce serait très bien. Donc, pour synthétiser et de façon extrêmement concrète, peut-être que les CCI pourraient proposer de façon systématique des formations digitales pour des gens qui veulent s'installer dans des secteurs qui ne sont pas forcément estampillés digital. Et ensuite, les locaux qui sont laissés vacants doivent être affectés, enfin pourraient être affectés à la création de points de collecte et à la création de pop-up stores, pour permettre à des gens d'émerger sans avoir des coûts de structure importants. Très bien, merci. Madame, vous vouliez ajouter quelque chose? Non. Écoutez, merci de cette audition très intéressante. Ah, vous voyez. Non, juste pour vous informer qu'en fait Renaissance Numérique travaille actuellement justement sur une publication sur ce sujet. Donc on essayera de vous la transmettre en amont de la proposition de loi pour que ça puisse venir nourrir vos réflexions. Voilà pour cette table ronde consacrée aux acteurs de l'e-commerce qui se tenait dans le cadre des travaux du groupe de travail sénatorial sur la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs, des travaux menés par les sénateurs Rémy Pointreau et Martial Bourquin. L'e-commerce, une véritable difficulté que doivent surmonter aujourd'hui les commerces de centre-ville qui sont de moins en moins nombreux. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.